Genèse contre géologie. Un texte rédigé il y a 2500 ans décrit la naissance de notre planète avec une précision troublante. Ces mots semblent épouser les découvertes de la géologie moderne. Comment des scribes antiques auraient-ils pu connaître les éons géologiques, ces ères qui se comptent en milliards d'années? Le premier éon, l'Adéen, correspond à la Terre informe et vide décrite dans la Genèse. Le troisième jour, où la Bible évoque l'apparition des plantes, coïncide avec le Protérozoïque et l'émergence de la vie multicellulaire. Simple coïncidence? Ou bien trace d'un savoir perdu? Ils m'ont montré des civilisations antérieures aux glaciations, des êtres qui parlaient de la Terre comme d'un laboratoire. Ils m'ont montré des villes sous la glace, des machines qui sculptaient les montagnes avant l'aube de l'humanité. En 1951, ce modeste jeune homme, Pierre Monet, vit l'impensable, une rencontre qui dura 0 seconde. Téléporté sur 8 km, il rapporta des récits alignant l'histoire humaine sur des cycles cosmiques. Sa montre, bloquée à 1h30, deviendra un symbole. Et si le temps n'était pas une ligne, mais un tissu que l'on peut déchirer? Il décrit sa rencontre avec 4 êtres capables de manipuler le temps. Leur message? L'histoire que vous croyez connaître n'est qu'une version. Ces humanoïdes parlèrent à Monet d'une bibliothèque galactique, matrice de toutes les connaissances perdues. Ce témoignage n'est pas un récit de science-fiction. Les analyses de l'INRA en 2003 révélèrent des anomalies magnétiques sur son vélo, traces compatibles avec un champ électromagnétique de 12 Tesla, 1000 fois supérieur à la norme. La théorie du dédoublement temporel suggère que des informations peuvent traverser les âges. Et si la Genèse n'était pas un mythe, mais un message codé, transmis par des voyageurs capables de naviguer entre les époques, des êtres comme ceux rencontrés par Monet, qui parlèrent de génothèques et de civilisations oubliées, Dieu appela l'étendue du ciel. Mais quel ciel? Celui de l'atmosphère primitive ou celui d'une réalité bien plus vaste? Ce documentaire explore une hypothèse vertigineuse. Et si notre histoire était écrite, puis réécrite par des mains invisibles? Aux racines de la pensée cosmique. Les idées ne naissent jamais dans le vide. Elles émergent souvent à la croisée des interrogations humaines et des mystères de l'univers. Dès l'Antiquité, des penseurs ont osé poser des questions qui dépassaient leur époque, explorant des concepts que nous associons aujourd'hui à la science-fiction ou à la cosmologie moderne. Leur audace intellectuelle a jeté les bases d'une réflexion sur notre place dans l'univers, bien avant que les télescopes et les modèles scientifiques ne viennent confirmer ou contredire leurs théories. Passons en revue quelques-uns de ces penseurs extraordinaires et témoins de l'inexpliqué dont l'histoire a gardé la mémoire. Anaxarque et l'univers sans limite. Au IVe siècle avant notre ère, Anaxarque de Lampsaque, philosophe grec disciple de Démocrite, accompagnait Alexandre le Grand dans ses campagnes militaires en Asie. Mais son véritable terrain d'exploration était l'esprit humain. Pour lui, l'univers n'était pas un espace clos, mais une immensité infinie peuplée de mondes innombrables. Dans une époque où l'astronomie se résumait à des observations rudimentaires du ciel nocturne, Anaxarque défiait les croyances dominantes.
Il affirmait que la Terre n'était qu'un grain de poussière dans un cosmos sans frontières, une idée qui semblait inconcevable pour ses contemporains. Sa pensée, bien qu'éclipsée par les siècles, survécut à travers les écrits de ses successeurs et inspira des générations de penseurs. Lucrèce et la poésie de l'infini. Lucrèce, poète romain du 1er siècle avant Jésus-Christ, reprend le flambeau. Dans « De la nature des choses », il décrit des terres lointaines habitées, des univers naissants et mourants. Son œuvre, censurée pendant des siècles, préfigure les multivers quantiques et les exoplanètes. Fontenelle et la pluralité des mondes. Le XVIIe siècle marque un tournant décisif avec Bernard Le Bovier de Fontenelle, écrivain et homme de science. Son ouvrage « Entretien sur la pluralité des mondes », publié en 1686, est un véritable manifeste de vulgarisation scientifique. À travers des dialogues fictifs entre une marquise curieuse et un savant éclairé, il invite ses lecteurs à envisager un cosmos peuplé de vie. Cela fait éclater un scandale élégant. Il ose affirmer que chaque étoile abrite des civilisations. Le livre devient un best-seller, l'équivalent d'un viral TikTok des Lumières. Thomas d'Aquin prône un Dieu créateur de l'infini. Thomas d'Aquin, théologien du XIIIe siècle, apporta une perspective différente à ce débat. Dans sa Somme théologique, il posa une question provocante. N'y a-t-il qu'un seul monde ? Pour Thomas d'Aquin, la puissance divine ne pouvait se limiter à la création d'un seul univers. Il argumentait que si Dieu avait créé un monde, rien n'empêchait qu'il en crée plusieurs, voire une infinité. Bien qu'il évitât de spéculer sur la présence d'autres formes de vie, son raisonnement ouvrait une porte vers des possibilités insoupçonnées. Pierre Monet, une rencontre troublante. En 1951, Pierre Monet, un jeune Français, vécut une expérience qui défia toute explication rationnelle. Alors qu'il rentrait chez lui à vélo, il fut soudainement téléporté à plusieurs kilomètres de là, face à un objet mystérieux et 4 humanoïdes qui lui racontèrent l'histoire de la Terre. Selon Monet, ces êtres lui révélèrent que des civilisations avancées avaient colonisé notre système solaire des millions d'années auparavant. Ils expliquèrent que la Terre avait été terraformée pour accueillir la vie et que des humains avaient été modelés pour s'adapter à leur nouvel environnement. Edgar Cayce et l'Atlantide des civilisations perdues. Edgar Cayce, thérapeute américain du XXe siècle, ajouta une autre dimension à cette exploration des origines. Sous hypnose, il produisit des lectures qui décrivaient une civilisation avancée appelée Atlantis, capable de voyager dans les airs et d'utiliser des technologies similaires aux nôtres. Cayce affirmait que cette civilisation avait finalement sombré à cause de son arrogance technologique, entraînant des catastrophes écologiques et géologiques. Ces récits incluaient des détails sur des migrations massives vers l'Égypte, les Amériques et d'autres régions du monde. Ces penseurs antiques, ainsi que ceux modernes, partagent une même intuition. L'univers est bien plus vaste et complexe que ce que nos sens peuvent percevoir. Leurs idées, bien qu'élaborées sans outils scientifiques, trouvent des échos dans les théories contemporaines sur les exoplanètes, les multivers et la recherche de vie extraterrestre. D'Anaxarque à Fontenelle, une même interrogation traverse les siècles. Sommes-nous seuls dans cet océan cosmique ? Science et textes sacrés. La science et les textes anciens semblent souvent appartenir à des mondes distincts, l'un fondé sur l'observation et l'expérimentation, l'autre sur la révélation et la métaphore. Pourtant, lorsque l'on examine de près la Genèse et les découvertes géologiques modernes, une étrange résonance émerge.
Ce chapitre explore cette convergence inattendue en décryptant les parallèles entre les jours de la création et les grandes étapes de l'histoire de la Terre. Pour bien comprendre cette concordance, commençons par examiner une double chronologie qui juxtapose les jours de la Genèse avec les éons géologiques. Jour 1. L'AD1, la naissance d'un monde informe. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et les ténèbres couvrirent l'abîme. Le premier jour de la création décrit une terre informe et vide, enveloppée de ténèbres. Cette image évoque étrangement l'éon AD1, cette période tumultueuse qui s'étend de 4,6 à 4 milliards d'années avant notre ère. À cette époque, la Terre n'était qu'une sphère chaotique, bombardée par des météorites et entourée de gaz brûlants. Les scientifiques parlent d'un monde en fusion, sans structure solide ni atmosphère stable. Pourtant, c'est précisément dans ce chaos que les premières conditions nécessaires à la vie ont commencé à se mettre en place. Le verset biblique semble capturer cette essence primordiale. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient l'abîme. Une coïncidence ou une intuition ancienne traduite en mots? Jour 2, l'Archéen, l'apparition de l'atmosphère primitive. Que les eaux sous le ciel soient rassemblées en un seul lieu et que l'étendue apparaisse. Le deuxième jour biblique fait mention de la séparation des eaux, une étape cruciale pour la formation d'une atmosphère. Cela correspond étonnamment à l'éon archéen, qui s'étend de 4 à 2,5 milliards d'années avant notre ère. Pendant cette période, des volcans en activité intense libérèrent des gaz qui formèrent une atmosphère primitive, riche en dioxyde de carbone et en méthane. Cette atmosphère agissait comme une serre naturelle, retenant la chaleur solaire et permettant ainsi à la Terre de se stabiliser progressivement. Sans cette étape, la vie n'aurait jamais pu émerger. Le texte sacré semble anticiper ce processus fondamental. Que les eaux sous le ciel soient rassemblées en un seul lieu et que l'étendue apparaisse. Ces mots prennent une nouvelle dimension lorsqu'on les superpose aux découvertes géologiques modernes. Jour 3, le protérozoïque, l'éclosion de la vie multicellulaire. Que la terre produise de la verdure, des herbes portant de la semence et des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce. Le troisième jour biblique marque un tournant majeur, l'apparition de la verdure, des plantes et des arbres. Cette description trouve un écho frappant dans l'éon protérozoïque, qui s'étend de 2,5 milliards à 540 et 1 million d'années avant notre ère. C'est pendant cette période que la vie multicellulaire fit son apparition, grâce notamment aux cyanobactéries. Ces micro-organismes, souvent appelés les architectes de la vie, transformèrent radicalement l'atmosphère en libérant de l'oxygène à travers la photosynthèse. Ce phénomène, connu sous le nom de grande oxydation, posa les bases pour une explosion de biodiversité future. Les stromatolites, ces structures fossilisées formées par les colonies de cyanobactéries, sont encore visibles aujourd'hui dans certaines régions du globe. Ils témoignent silencieusement de cette révolution biologique. Le verset biblique résonne alors comme une prémonition. Que la terre produise de la verdure, ce fut le troisième jour. Jour 4 à 6, le phanérozoïque, l'explosion de la vie. Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Enfin, les jours 4 à 6 de la Genèse correspondent à l'éon phanérozoïque qui s'étend de 541 millions d'années jusqu'à nos jours. C'est l'éon actuel, caractérisé par une explosion de biodiversité. L'explosion cambrienne, qui marqua l'apparition rapide de formes de vie complexes, ouvrit la voie à l'évolution des animaux marins, des plantes terrestres, des dinosaures et finalement des mammifères. Chaque étape semble répondre à une phrase précise du texte biblique, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit.
Ces luminaires, interprétés comme le soleil, la lune et les étoiles, symbolisent peut-être la diversification des espèces et l'émergence d'un monde complexe. Mais comment expliquer cette concordance troublante ? Est-ce simplement une coïncidence amplifiée par la poésie et les métaphores des textes sacrés ? Ou bien les rédacteurs de la Genèse avaient-ils accès à des connaissances perdues transmises oralement à travers les âges ? Certains avancent l'hypothèse d'un fossile culturel, une trace d'un savoir ancien qui aurait influencé les auteurs du texte. D'autres y voient une inspiration divine anticipant les découvertes modernes. Quelle que soit l'explication, cette convergence entre science et spiritualité soulève des questions fascinantes. Cette exploration ne cherche pas à opposer science et foi, mais plutôt à montrer comment elles peuvent se compléter. Elle invite à repenser notre compréhension des origines, non pas comme une opposition entre deux paradigmes, mais comme un dialogue enrichissant. Car, après tout, que nous dit cette concordance, sinon que l'histoire de notre monde dépasse souvent les frontières du savoir humain ? La Genèse serait-elle un codex scientifique déguisé en métaphore, ou l'ultime preuve que l'histoire transcende parfois la fiction ? Implication théologique. La concordance troublante entre la Genèse et les découvertes géologiques modernes soulève des questions profondes sur l'inspiration divine et la transmission du savoir. Comment expliquer que des auteurs antiques, dépourvus des outils de la science moderne, aient pu décrire avec autant de précision les grandes étapes de l'histoire de la Terre ? Les théologiens, confrontés à ce mystère, y voient d'une preuve irréfutable de l'inspiration divine des textes sacrés, une anticipation miraculeuse des connaissances scientifiques. Cette concordance, pour eux, est un signe de la transcendance de la parole divine, capable de s'adresser à toutes les époques et de révéler des vérités cachées aux yeux des hommes. Les anthropologues, en revanche, s'appuient sur l'hypothèse d'une transmission cachée du savoir, à travers des traditions orales ou des écrits perdus, qui auraient pu conserver des connaissances scientifiques antiques et les transmettre jusqu'à nos jours. Du point de vue de l'histoire des religions, cette concordance pose un défi de taille. Comment expliquer cet anachronisme flagrant, cette superposition troublante entre un texte écrit il y a des millénaires et des découvertes scientifiques récentes ? Les historiens des religions, en s'appuyant sur une lecture critique, soulignent la plasticité des textes sacrés et leur capacité à s'adapter à différentes interprétations. Cette concordance est alors davantage une coïncidence, amplifiée par la lecture rétrospective que nous faisons de la Genèse à la lumière des connaissances modernes. Il rappelle également l'importance du contexte historique et culturel dans lequel la Genèse a été écrite, un contexte où la science et la religion n'étaient pas encore séparées. L'énigme demeure entière, inspiration divine, connaissances secrètes transmises à travers les âges, ou simple coïncidence. La question reste ouverte, défiant nos certitudes et ébranlant les fondements mêmes de l'Église. Car si la Genèse n'est pas une révélation divine, mais l'écho de savoirs antiques ou la trace d'une civilisation oubliée, quel serait alors le statut de l'Écriture ? Quel serait le rôle de l'Église, gardienne de la tradition et interprète de la parole divine ? La découverte d'une multitude d'univers et de formes de vie extraterrestres bouleverserait notre vision du monde et notre place dans le cosmos. L'homme, créé à l'image de Dieu et maître de la création, se retrouverait relégué au rang d'espèce parmi d'autres, habitant une planète insignifiante dans l'immensité de l'univers. L'Église, confrontée à cette nouvelle réalité, devrait repenser son discours, ses dogmes et sa mission. Elle devrait s'ouvrir au dialogue avec les autres formes de vie intelligentes, intégrer les nouvelles connaissances scientifiques et repenser la place de l'homme dans le dessein divin. Ce défi, aussi vertigineux soit-il,
obligerait l'Église à sortir de son anthropocentrisme, à embrasser la pluralité des mondes et à redéfinir sa place dans un cosmos décentré. Loin de se replier sur elle-même, l'Église pourrait y trouver une nouvelle source de vitalité, en se confrontant aux questions ultimes sur l'origine de la vie, la nature de la conscience et la possibilité d'une transcendance à l'échelle cosmique. Science, mythe et le mur de l'inconnu. L'apparente harmonie entre le récit biblique de la Genèse et les découvertes scientifiques sur les éons géologiques ne fait pas l'unanimité. Si certains y voient de la preuve d'une inspiration divine, d'autres, sceptiques, dénoncent une coïncidence ou une interprétation biaisée. L'hypothèse du fossile culturel, quant à elle, ouvre des perspectives fascinantes sur la transmission de savoirs ancestraux. Les sceptiques, défenseurs de la rationalité scientifique, mettent en avant la propension humaine à chercher du sens, à établir des connexions entre des événements disparates et à interpréter les textes anciens à la lumière des connaissances modernes. Pour eux, la Genèse est un récit symbolique, une œuvre poétique chargée de sens spirituel, mais dépourvue de valeurs scientifiques. Ils soulignent les contradictions et les incohérences du texte biblique, les erreurs scientifiques et les anachronismes. Ils insistent sur la nécessité de séparer la science de la religion, la raison de la foi, et de ne pas confondre les mythes fondateurs avec des vérités scientifiques. Mais d'autres voix, plus audacieuses, s'élèvent au sein de la communauté scientifique. Refusant de se limiter aux dogmes établis, elles explorent des théories alternatives qui remettent en question les frontières du savoir. L'hypothèse du fossile culturel gagne du terrain, suggérant la persistance de connaissances perdues, transmises oralement à travers les âges. Ces scientifiques imaginent des civilisations antiques avancées, dont les savoirs scientifiques auraient été oubliés ou cachés, et dont la Genèse serait un lointain écho, déformé par le temps et les interprétations successives. Ils puisent dans les mythes et les légendes, les traditions orales et les textes anciens pour reconstituer une histoire oubliée de l'humanité, une histoire où la science et la spiritualité n'étaient pas encore séparées. Et pendant ce temps, loin des controverses terrestres, la mission Apollo 8 poursuit son odyssée lunaire. Le 24 décembre 1968, alors que le module de commande survole la face cachée de la Lune, les astronautes Frank Borman, James Lovell et William Anders décident de partager un message avec l'humanité. Émus par la vision de la Terre, suspendus dans l'immensité noire de l'espace, ils choisissent de lire les premiers versets de la Genèse, le texte fondateur qui raconte la création du monde. Revoyons cette séquence émouvante de la première odyssée spatiale. Les astronautes de la mission Apollo 8 ont lu des extraits de la Genèse lors de leur orbite lunaire en 1968. Cet événement a été diffusé en direct à la télévision et a été suivi par des millions de personnes à travers le monde. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La voix de Frank Borman résonne dans le module de commande, puis se propage à travers l'espace, portée par les ondes radio. La terre était informe et vide. James Lovell poursuit la lecture, sa voix mélangée au souffle des ventilateurs et au crépitement des instruments de bord. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. William Anders conclut la lecture, sa voix empreinte d'une émotion palpable. Cette lecture de la Genèse a suscité de nombreuses réactions, certains y voyant un témoignage de foi en accord avec l'exploration scientifique, tandis que d'autres la considéraient comme une intrusion inappropriée de la religion dans un contexte scientifique. Quoi qu'il en soit, cet événement reste gravé dans les mémoires, symbole de la quête éternelle de sens de l'humanité. La concordance entre la Genèse et les éons géologiques, qu'elle soit le fruit du hasard, d'une inspiration divine ou de la transmission de savoirs anciens, nous invite à l'humilité, à la curiosité
et à l'ouverture d'esprit. Elle nous rappelle que l'histoire de l'humanité est pleine de surprises et que la quête de la vérité est un chemin sans fin. La Genèse, un code à déchiffrer. La concordance entre la Genèse et les éons géologiques, la rencontre de Pierre Monet avec des êtres capables de manipuler le temps, la théorie du dédoublement temporel, autant d'éléments qui nous poussent à nous interroger sur la nature même de la réalité et sur la place de l'homme dans l'univers. Et si la Genèse, loin d'être un simple récit mythologique, était en réalité un message codé, transmis à travers les âges par des êtres venus d'ailleurs. Un message qui nous invite à reconsidérer notre passé, notre présent et notre futur. L'histoire de Pierre Monet, cet homme ordinaire qui a vécu une expérience extraordinaire, nous rappelle que la réalité peut dépasser la fiction. Sa rencontre avec des êtres venus d'un autre temps nous ouvre les portes d'un univers où les frontières entre le passé, le présent et le futur semblent s'estomper. Et si, comme le suggère la théorie du dédoublement temporel, le temps n'était pas une ligne droite, mais un tissu que l'on peut déchirer, plier, manipuler. La Genèse, ce texte ancestral qui a traversé les siècles, pourrait-elle être la clé pour déverrouiller les secrets d'une histoire cosmique bien plus vaste que nous ne l'imaginons? Un codex géologique qui nous révélerait les origines de l'humanité et sa place dans un univers où le temps et l'espace ne sont plus des limites infranchissables? Dans le prochain épisode, nous plongerons au cœur de l'énigme Monet-Garnier-Mallet, explorant les implications de la théorie du dédoublement temporel et la possibilité que des civilisations manipulent les lignes temporelles. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur le temps, l'histoire et la réalité, car l'aventure ne fait que commencer.